Hier, nous nous sommes donc séparés lorsqu'on parlait de l'une des méthodes qui permet de faire la translation. Donc, comme on a dit hier, avec la méthode translate, on va donc déplacer un objet à partir d'un point zéro. C'est le point zéro là qu'on appelle l'origine en fait, qui est situé dans le coin supérieur gauche de celui-ci. Donc, si c'est l'objet qu'on veut déplacer, si c'est l'objet que l'on veut appliquer une méthode de translation, alors son origine sera donc ici, au coin supérieur gauche. Et on va donc le déplacer suivant l'axe X, c'est ça qu'on appelle l'axe X. Et suivant l'axe Y, c'est ça que l'on appelle l'axe Y. Donc, et on a fait un code semblable là. On avait là parents et on avait un autre diff enfant qui était translate. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a mis? On a juste défini quelques propriétés pour pouvoir avoir quelque chose. Et la propriété que nous avons utilisée, c'est quoi? C'est transform translate. Donc, si on va ici, là, et on regarde un peu avant et après, vous verrez très bien qu'il y a une certaine différence. Donc là, c'est avant. On a notre diff parent et on a notre diff enfant. Voici. Vous voyez que tout commence à la même origine qui est zéro. On va donc faire une translation suivant avec deux valeurs en fait. Dans notre méthode de translate, on va prendre deux valeurs, une valeur suivant x, une valeur pour y. Donc là, lorsque nous faisons transform, on fait appel à la propriété transform, à la propriété CSS transform, et on lui passe la valeur translate. On lui donne ces deux arguments, 50 pixels pour dire, on fait une translation suivant l'axe X. C'est un peu comme translate X en fait. Translate X de 50 pixels et translate Y de 60 pixels. Donc, si nous enregistrons et nous allons actualiser notre page, vous voyez très bien le résultat escompté. Vous voyez donc que notre objet, quand on a appliqué la classe translate, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée de la gauche vers la droite de 50 pixels et du haut vers le bas de 60 pixels. C'est tout ce qui concerne ici là, la méthode translate en fait. Autre méthode qu'on peut appliquer pour faire, faire les transformations ici, c'est la méthode rotate. Lorsqu'on dit rotate, vous comprenez déjà, c'est rotate, c'est en anglais, ça veut dire rotation. Donc, à la propriété transform, on peut également appliquer la propriété rotate qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre là de faire roter l'élément. L'élément va donc tourner cela dans le sens horaire à un degré qu'on aura fourni en paramètres. Bien évidemment, on peut donner les valeurs négatives. Si on donne par exemple une valeur négative, cela voudrait dire qu'elle va se tourner du sens contraire. Donc, si on a notre élément là, normalement, le sens qu'on tourne, c'est quel sens? Le sens horaire, dans le sens. Exactement. Exactement. Va le sens plus, ça c'est le sens plus. Maintenant, si on donne une valeur négative, elle va plutôt aller dans ce sens-ci. Ce sera le sens négatif. Donc, raison pour laquelle on va dire que les valeurs négatives sont autorisées. Ils font pivoter l'élément dans le sens anti-horaire. Donc, si on veut faire un exemple pratique, on va donc venir dans notre fichier là. On va donc déclarer une nouvelle classe .rotate. On veut faire roter un élément. Donc, on prépare d'abord sa classe en question. Alors, à l'intérieur de sa classe, qu'est-ce qu'on peut mettre donc? On va juste mettre. Alors, ça devait être simple si j'ai dupliqué ça. On va aller sur le même élément. On va dire la rotate. Ok, rotate. Là, je vais donc juste prendre. C'est toujours la propriété transform. C'est la valeur qui change en fait, puisque nous sommes sur les transformations. On va juste faire là un rotate. On va préciser en paramètre l'angle, le degré en fait. Donc, je vais faire une rotation de 45 degrés. Et je précise toujours l'unité, c'est en degrés. Je fais une rotation par exemple de 45 degrés. Donc, ça va faire roter mon élément de 45 degrés en fait. Donc, pour voir comment ça s'applique, on va juste venir dans le HTML, on va juste modifier là. On va plutôt mettre rotate.
pour voir ce qui se passe. Si tout est correct, c'est censé faire une rotation de notre objet. Vous voyez que notre objet a roté de combien? 45. Donc, c'est ça la rotation. C'est assez simple, quoi. Donc, vous voyez ce qu'on obtient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur 45 que l'on donne ici, la valeur 45, la valeur 45 degrés que nous avons donné ici, là, c'est la valeur de rotation qui va donc faire pivoter l'élément dans le sens horaire de 45 degrés, comme j'ai dit tantôt. Voilà ce qu'il faut retenir. Vous voyez que c'est des choses que vous aurez besoin lorsque vous serez en train de travailler sur le design, notamment, pour placer certains éléments ou bien pour embellir, pour donner un certain design, en fait. Donc, nous avons fini avec la méthode de rotate. C'est assez simple. On précise que le degré en paramètre, même chose que translate, qui avait deux valeurs. Là, on va passer à une autre transformation qu'on peut appliquer à un élément ou bien à un objet. C'est la méthode scale, qui est toujours une valeur de la propriété transform. Alors, que va permettre de faire scale? La propriété scale, en fait, avec la méthode scale, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire qu'un élément puisse augmenter ou diminuer de taille. Vous allez voir souvent les effets de puzzle, où on fait augmenter un élément, on le fait diminuer en fonction de certains paramètres. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, à un instant T, on a un objet comme ça. À un instant T plus 1, l'objet augmente. À un instant T plus 2, l'objet augmente. À un instant T plus 3, l'objet augmente. T plus 4, T plus N, l'objet augmente. Donc, on va pouvoir augmenter un objet ou bien un élément à partir de la méthode scale. Donc, c'est très simple. On fait toujours appel à une autre méthode, la méthode scale. Donc, si on veut appliquer, qu'est-ce qu'on fait? On va créer d'abord notre classe scale. C'est mieux d'utiliser la même chose. Je vais dupliquer juste ce code-ci. On duplique ce code. On va juste le modifier. On va donner la scale pour faire augmenter ou diminuer un objet. Augmenter ou diminuer la taille, il précise. Donc là, si on fait scale, donc ça prend deux paramètres. Le premier paramètre, ça sera quoi? On appelle ça l'échelle de la valeur. Donc, si on va au premier paramètre, on va d'abord définir le nom ici, là, c'est scale. La méthode scale. La méthode scale. Alors, on aura deux paramètres pour la transformation. Le premier paramètre, on veut transformer, par exemple, la largeur ou bien la hauteur à partir de l'origine. Combien de fois? Donc là, je vais prendre par exemple 2. Je prends par exemple également 2, 3. Alors, l'échelle que je prends aussi, en fait, ça c'est une échelle qu'on précise, va transformer la largeur, par exemple, de mon élément qui aura la classe scale à 2 fois la taille d'origine. Donc, lorsque je vais dire scale 2, ça va transformer la taille d'origine à 2 fois et la hauteur à 3 fois. Donc, ça c'est pour la largeur, ça c'est pour la hauteur. Donc, 2 fois la taille d'origine et 3 fois la taille d'origine. J'ai fait mon scale, donc mon élément sera grossi. Donc, la taille de mon élément va augmenter ici en fonction de cette échelle qui est définie ici. Donc, si j'enregistre et que je m'en vais dans le HTML, fais appel à cette méthode de scale. Exactement. Donc, si je reviens là, initialement, notre élément était à 250. La largeur était à 250. Si on multiplie par 2, ça devient 500. Et la hauteur était à 250. Si on multiplie par 3, ça fait bien évidemment 750. Et vous pouvez bien évidemment vérifier cela en faisant une express, en inspectant votre code, quoi. Vous voyez ce qui se passe. On quitte toujours de l'origine pour faire l'augmentation, en fait. Voilà, nous avons vu 3 méthodes et on va voir ici la dernière méthode qui existe pour faire les transformations. Bon, l'avant-dernier autant pour moi. C'est la méthode skew. Lorsqu'on dit skew, on parle des inclinaisons, en fait. La méthode skew va nous permettre de faire des inclinaisons. Donc, on va faire tourner dans un angle donné
en fonction des paramètres et cela, qu'on a à l'origine, en fait. Donc suivant un axe X et suivant un axe Y. Si vous me demandez: «Mais pourquoi est-ce que ça c'est pas la même chose que, ce qu'on avait fait ici avec rotate?» C'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que la rotation faisait tourner tout l'élément suivant un degré. Or ici avec le skew, on va faire tourner l'élément suivant 2 axes, suivant l'axe X et suivant l'axe Y. On va faire un exemple, vous allez voir un peu comment ça se passe avec le skew. Donc s'il fait exactement, donc s'il fait skew, qu'est-ce que je fais? Non, je peux dupliquer ceci et je modifie juste ce qui a modifié. Donc s'il fait skew là, la seule chose que je modifie, c'est là, je définis ma méthode de skew, je précise dans les degrés. Mon degré, il va faire tourner par exemple de 45 degrés à X, donc X de 45 degrés et Y 15 degrés. On prend là 45 degrés et Y il prend 15 degrés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tourner mon élément en fait. Je vais faire incliner mon élément suivant l'axe des abscisses à 45 degrés et suivant l'axe des ordonnées à 15 degrés, suivant l'axe Y autant pour moi, à 15 degrés. Et si on le fait, vous voyez que le code sera très simple. Donc si on le fait, on enregistre. Ça va ici là actualiser. Comprenez donc pourquoi. Ah, on a oublié quelque chose. Dans le fichier HTML, il faut donc modifier la classe pour mettre plus Q. Vous voyez? Vous voyez que l'élément a été incliné de deux côtés. On a fait une inclinaison suivant vous voyez que l'élément, il a une certaine déformation lorsqu'on l'a incliné parce qu'il a été incliné de deux sens. Vous voyez? Or, si on avait fait plutôt une rotation, la rotation devait juste faire déporter l'élément de la gauche vers la droite. Ici, on fait la déportation de la gauche vers la droite et on fait encore déportation du bas vers le haut. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est possible, bien évidemment, de pouvoir ici là regrouper toutes les méthodes que nous avons vues. Donc, à un seul élément, en fait, on peut appliquer plusieurs transformations. Et pour le faire, on fait ce qu'on appelle la concaténation des différentes valeurs, des différentes méthodes. Donc, par exemple, on peut faire un translate sur un élément, on peut faire un rotate sur un élément, on peut faire un scale sur un élément et on peut faire également un skew sur un même élément. Donc, c'est très simple. Donc, s'il va appliquer, s'il veut faire une propriété de transformation, puisque tout ce que nous avons fait tout à l'heure, ce sont des transformations, il fait un transform là, et il va appliquer toutes les mêmes méthodes là à l'élément en fait. Donc, bon, je peux justement CTRL SHIFT C, D, je peux juste copier ça et que je viens de mettre là. Alors, au même élément, on va donc faire la translation, le skew, le rotate et le scale. Donc, ça veut dire quoi? Autour de la méthode transform, je vais donc mettre les mêmes choses que j'ai d'abord mis. Je vais l'appliquer premièrement un translate. Donc, on fait une concaténation. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez appliquer deux au même moment. Ça va dépendre de l'utilité en fait. Je veux faire par exemple un translate. Ensuite, je veux faire peut-être un rotate. Oups. Donc, on prend juste la transformation en fait. Et tout ça va s'appliquer au même élément en question. Je fais une translation, je fais une rotation, je fais un scale, je fais augmenter ou diminuer la taille de l'élément. Et puis faire encore quoi? Je fais un skew. Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. J'étais disant ce qu'on peut faire, je dis quoi? On peut essayer de faire toutes ces transformations au même moment, quoi. Donc, on peut regrouper, tant dit qu'on peut regrouper.
Donc, au même moment, vous pouvez faire une translation et une rotation sur un élément. Vous pouvez faire une rotation. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez faire une rotation et un scale au même moment. Ou bien faire les quatre au même moment, en fait. Donc, si je fais ça, vous allez voir, mon élément va être chamboulé de part et d'autre. Donc, du coup, c'est juste à titre indicatif. Donc, quand vous êtes en train de travailler, ça sert à vous de voir comment, à quel moment j'utilise. Bon, bien évidemment, lorsqu'on va faire un petit travail pratique, on va un peu essayer de voir comment on peut utiliser ça, en fait. Bien dans l'exercice guidé que je vais vous envoyer, vous allez très bien voir à quel moment j'utilise quoi. Vous voyez un peu ce qui se passe avec la transformation que j'ai faite. En faisant ici là une combinaison de toutes ces transformations-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici là? J'ai pivoté, j'ai redimensionné, j'ai pivoté l'élément, j'ai redimensionné l'élément, j'ai déplacé en plus l'élément, je l'ai déformé. Si c'est clair pour vous. Mais également, on a une autre méthode. Bon, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas souvent trop, mais lorsque vous êtes souvent dans certains sites, dans certains types d'applications ou bien dans certains types de design, ça peut être utile. Mais bon, on ne va pas trop entrer en profondeur. C'est là. Il y a une autre méthode qui est appelée Matrix. Si vous allez dans MDN, vous allez voir Matrix. Voilà, c'est la méthode de Matrix qu'on utilise le plus souvent. Donc, ça fait partie des transformations qu'on peut utiliser, la méthode de Matrix. Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va permettre de combiner les méthodes de transformation que nous avons vues. Si vous regardez très bien, toutes les méthodes que nous avons vues se font en 2D, donc suivant deux axes. Et ça se comprend. Donc, ça peut se faire en 2D ou bien ça peut se faire sur un seul. Sur un seul. C'est un seul pourquoi lorsqu'on faisait la rotation, c'était sur. Le roté était sur un seul axe, ou les autres étaient sur deux, comme par exemple le skew et quoi. On avait le skew était sur deux axes, donc du coup on dit qu'il est en 2D. On avait le scale qui était sur deux axes, or le roté était sur un seul axe, donc un D. Or avec la méthode de Matrix, elle va pouvoir combiner en fait tout ce que nous avons vu là. Un peu comme nous avons fait avec la combinaison avec Transform. Ce que nous avons fait avec Transform, si, là nous avons créé nous-mêmes un transform et à l'intérieur, nous avons dupliqué, nous avons fait la combinaison de toutes les transformations possibles. Mais maintenant, avec la méthode Matrix, on va pouvoir essayer là, utiliser tous ces éléments-ci en fait, avec juste des valeurs, sans faire appel à leur nom. Donc, si vous regardez là, vous allez voir, ça prend, à la base, ça prend 6 paramètres qui peuvent être complétés. Donc, à la base, vous allez voir, lorsqu'on va faire Matrix, on aura A, B, C, D, et on aura les axes. Qui sont de quoi les coefficients pour la translation. Or, maintenant, suivant les A, B, C et D là, on va, si le A prend deux axes, alors vous pouvez spécifier l'un des axes ou bien ne pas le préciser. Et ainsi de suite. Donc, si vous regardez bien dans les exemples, là, vous allez voir à chaque fois où il y a des fois on utilise les six valeurs. D'autres fois, on complète les zéros. On va compléter parfois les zéros pour dire que bon, on ne veut pas suivant un certain axe. Donc, c'est bon, pour plus de détails, vous allez vous rendre ici. Également, il y a un site. Parfois, vous savez que parfois, on a des éléments, regardez par exemple cet exemple ici. Vous allez voir certains sites, parfois, il y a ce genre de trucs. Oh, pour définir ça, par exemple, il y a des sites web de guides qu'on utilise le plus souvent pour faire ça. Parce que parfois, vous ne pouvez pas calculer. Puisque nous sommes sur des grilles, pouvoir détecter vraiment le degré que l'on veut, parfois, n'est pas assez facile. Donc, oui, il y a un site. Bon, je vais vous envoyer là, vous essayez de sauvegarder. Quoi, c'était user engine. Donc, j'ai ouvert ça hier. User engine. Ok, c'est ça. Le voici. Donc, c'est user engine matrix. Il va vous montrer les détails complexes en ce qui concerne les transformations. Donc là, vous allez voir, il va vous définir là une matrice et vous essayez de définir vous-même
de générer vos valeurs que vous voulez en fait. Donc, ça vous permet de générer. Regardez par exemple. Donc, si, est-ce que vous voyez mon écran? Donc là, regardez par exemple ici. Je veux faire un transform matrix, mais je ne sais pas comment est-ce que en fait, je n'ai pas je veux pas me casser la tête pour faire pour faire les calculs mathématiques, pour voir à B, C, D, qu'est-ce que je donne. Alors, le site si vous permet de faire cette construction-là. Bien évidemment, vous pouvez lire la documentation pour bien comprendre et comment définir cela, comme j'ai dit tantôt. Donc là, par exemple, ici, là, je vais transformer mon élément. Je peux donc décider à partir de cette plateforme-ci. Vous voyez que c'est subdivisé là en grilles. Vous parlez des grilles tout à l'heure. Donc à partir de ces grilles-là, je peux définir comment est-ce que je veux mon élément. Si je veux mon élément comme ça, je le veux comme ça, je le veux comme ça. Exactement. Vous voyez, ça vient vous générer votre matrix là. Vous voyez. Mais vous pouvez très bien le faire vous-même. Exactement. Donc, elle permet d'utiliser presque je vais dire comment. La matrice va vous permettre de faire pivoter, redimensionner, déplacer, déformer les éléments. Elle utilise presque toutes les méthodes que nous avons vues précédemment. Si on fait transform, par exemple, matrix, si on vient par exemple dans la documentation, vous voyez que tout ce que la plateforme ici définit, c'est ce qui a été défini en fait dans la documentation. Vous voyez, dans la documentation, on vous dit la fonction va définir une matrice homogène de transformation qui se définit sur 6 coefficients. Les 4 premiers coefficients définissent ici en fait toutes les propriétés que nous avons déjà vues. Et en fonction des méthodes que nous avons déjà vues, il y a certaines méthodes qui sont sur 2 axes, certaines méthodes qui sont sur un seul axe. Et il va vous permettre à chaque fois de dire, bon, si une méthode est sur un seul axe, vous pouvez le définir sur un seul axe. Si elle est sur 2 axes, vous définissez sur 2 axes. Dans le cas contraire, vous pouvez mettre 0 pour dire que vous ne définissez pas sur le deuxième axe. Donc, raison pour laquelle on vous donne ici là, les paramètres de cette fonction sont des coefficients dans l'ordre des lignes, puis des colonnes, suivis des coefficients de translation. On a les lignes, les colonnes et les translations en fait. Alors maintenant, nous avons vu par exemple en dernier lieu la méthode rotate qui permettait de roter les éléments et avec également, je crois que le dernier c'était skew qui faisait la rotation sur 2 axes. Oui, on avait vu skew qui faisait une rotation sur 2 axes et on avait vu rotate qui faisait une rotation sur un axe. C'est l'axe des X et scale, skew sur l'axe des X et Y. Bon, maintenant, tout à l'heure, j'ai fait une erreur au niveau des origines. Bon, parce que on peut changer l'origine. Donc, tout à l'heure, je confondais les origines. Parce qu'on peut prendre l'origine, on peut définir l'origine nous-mêmes. Et par défaut, c'est comme vous avez dit, par défaut, l'origine, c'est au centre, en fait. Centre d'élément. Moi, je prenais plutôt l'origine comme étant ici en haut et à gauche. On va voir donc comment on peut donc définir l'origine. Parce que si vous ne pouvez pas définir l'origine, ne voit pas trop à quoi va servir cela. Parce que parfois, vous voulez se déplacer suivant un certain, à partir d'un certain moment, quoi. Et on va voir comment est-ce qu'on peut définir les origines. Donc en CSS, on a donc prévu une autre propriété qui est la propriété transform origin. La propriété donc transform origin va nous permettre de modifier la position de l'origine des éléments qui veulent être transformés, ou bien la position des origines, ou bien la position d'origine des éléments transformés. Donc si on a notre cadre là, changer l'origine de la rotation, ou bien changer l'origine de la transformation, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser ici là la propriété transform origin, comme j'ai dit tantôt. Et pour ce faire, c'est très simple. Donc, en transformation 2D, puisque nous sommes toujours en transformation 2D depuis, avant on a parlé de matrix, nous étions ici à la transformation 2D. Transformation 2D, ça veut dire qu'on a 2 axes. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Si nous avons deux axes en transformation 2D, ça veut dire qu'on peut changer donc l'axe X et l'axe Y de l'élément transformé, donc de l'élément qu'on veut transformer. Et si nous sommes maintenant en transformation 3D, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a peut-être un troisième axe qu'on pourra changer en fait. Si nous sommes en transformation 3D, bien évidemment. Donc, si on veut utiliser peut-être la propriété ici, la transform origin, il faudrait toujours qu'on ait fait appel à la propriété transform. Si nous n'avons pas appelé, par exemple, la propriété transform, on ne pourra pas appeler la propriété transform origin.
Et comme j'ai dit tantôt, par défaut, c'est au centre, donc à 50-50%, 50% sur X et 50% sur Y. Donc c'est centré sur l'élément, quoi. Vous avez vu par exemple là sur MDN. Donc la syntaxe, c'est quoi? Si je veux vous montrer la syntaxe, c'est toujours bien de montrer la syntaxe. Comme j'ai dit tantôt, j'ai dit c'est. Donc si je veux vous montrer la syntaxe, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suppose par exemple que je veux faire un transform origin. Donc je déclare ma classe transform, une transformation à partir d'une certaine origine. Donc je vais donc appliquer mon style. J'ai dit quoi? Elle s'utilise en fait conjointement avec la propriété transform. Donc pour faire une transform origine, il faudrait qu'on ait fait un transform, quoi. Donc si je fais par exemple un transform rotate de par exemple, je vais prendre combien de 30 degrés à partir de l'origine. Donc je peux donc faire quoi? Je peux donc appliquer la propriété transform origin pour modifier en fait ici là l'origine de ma transformation. Où est-ce que ma transformation va donc commencer? Et pour ce faire, on précise quoi? Il y a trois axes qu'on peut préciser. Si nous sommes en dimension 2, c'est deux axes. Si nous sommes en dimension 3, c'est trois axes. Tout comme on a fait roter tout à l'heure. Le roter que nous avons fait tout à l'heure, c'était un roter en 2D. Or, si vous voulez faire un rotate en 3D, ça existe également. Sur la documentation, vous pouvez avoir ça. Bon, ben, ça fait qu'on n'a pas besoin de ça, puisque nous travaillons le plus souvent en 2D. Donc là, maintenant, puisque les objets que nous manipulons le plus souvent sont en deux dimensions, on ne voit pas dans l'utilité de faire une transformation sur 3D, raison pour laquelle je n'ai pas trop utilisé cela. Mais si vous avez un objet 2D dans votre page, si vous manipulez les objets 3D, vous pouvez faire une rotation 3D, bien évidemment. Donc tout ça, c'est sur la documentation, quoi. Donc pour faire un transform origine, comme je disais tantôt, vous devez préciser l'axe, ce qu'on appelle le x-axis, la valeur du x-axis, la valeur du y-axis, y-axis, l'axe des y, et vous devez préciser la valeur du z-axis. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Une fois que c'est fait, en fait, ce sont des valeurs que vous définissez. Ça va vous dire, bon, si vous voulez par exemple définir l'origine à partir de 0,0, mettez là 0%, 0%. Forcément, ça va définir cela. Mais on va voir vraiment quelles sont les valeurs qu'on peut donner en fait. Donc, ça, c'est la syntaxe. Nous allons voir maintenant les propriétés qu'on peut donner. C'est-à-dire quoi? Les valeurs de la propriété transform origin. Donc, et les valeurs qu'on donne sont par rapport ici à l'axe X. Il dit ceci. Lorsqu'on veut faire une transformation, on peut définir l'origine de la transformation en fait. Puisque par défaut, lorsqu'on faisait des transformations en rotate, par exemple, la transformation, l'origine de la transformation était au centre de l'élément. Or, on peut décider que l'origine ne soit plus au centre. C'est-à-dire quoi? On veut par exemple que l'origine commence peut-être du bas, ou bien à partir du haut, ou bien à gauche, en haut. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsqu'on est. Alors, regardez, je vais prendre un exemple très simple sur Paint là. Lorsque nous sommes dans une page, euh, lorsque nous sommes dans une page, on a ceci. On a ceci dans une page. Alors, ici, cela correspond à quoi? Ce qu'on appelle, on a, on a, on a le left, abrégé. On va considérer que c'est L, c'est left. Non, c'est pas left, ce n'est pas left ici. Désolé. Le left, c'est ici là. Voici le left. Voici le right. J'espère que vous comprenez. Ici là, c'est le top. Ici là, c'est le bottom. Ok. Donc, dit qu'on va modifier la transformation, voudrait dire on va donc modifier. Ça, c'est le centre. Or, par défaut, la transformation commence ici au centre. Dit qu'on modifie l'origine de la transformation, voudrait dire on va peut-être commencer à gauche, on va peut-être commencer la transformation à droite, on va peut-être commencer. En fait, on va prendre l'origine en fait, de la transformation, soit en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Alors maintenant, lorsque j'ai dit, c'est là que le x-axis,
Lorsque je dis x-axis, c'est-à-dire quoi? Si on dit que la propriété x-axis est définie, ça veut dire quoi? On est en train de définir là où est-ce que la vue sera placée par rapport à l'axe X. Et les valeurs possibles qu'on peut donner à x-axis, c'est quoi? On peut dire que c'est left, on peut dire que c'est center, on peut dire que c'est right, on peut indiquer une valeur en pixels. Donc, si on veut peut-être déplacer, si on veut prendre l'origine à partir d'un certain nombre de pixels, on va donc définir le x-axis en pixels. Et si on veut, on peut également définir cela en pourcentage. Ça va donc dépendre de nous. Même chose pour le y-axis. Le y-axis prend également des valeurs. En fait, lorsque nous sommes sur l'axe X, on quitte d'où? On quitte de la gauche vers la droite. Donc, si vous dites 5 pixels à l'axe, au premier paramètre ici, il va donc compter à partir de la gauche 5 pixels et se déplacer, prendre cela comme l'origine de X. Si vous mettez également 5 pixels à Y, il va donc commencer de haut vers le bas à 5 pixels. Est-ce que ça se comprend? Donc, si par exemple, là, je suppose que voici mon élément. Lorsque vous dites déjà 0, 5, il ne prend plus. Ça veut dire qu'il bat déjà ceci. Il va donc venir maintenant prendre 0 à 5, 0 à 5 et placer le centre en fait. Donc c'est la même chose pour le Z-axis. Le Y-axis, c'est la même chose que le X-axis. On précise juste soit c'est left, soit c'est center, soit c'est right, soit c'est une valeur en pixels, soit c'est une valeur en pourcentage. Et également pour le Z-axis, on définit, ça permet de définir quoi? On définit par rapport à l'axe Z. Si vous êtes en dimension peut-être déjà 3. Et ça ne peut être quoi? Ça ne peut pas être un pourcentage si vous êtes en dimension 3. On peut pas regarder le pourcentage en dimension 3, puisqu'en dimension 3, on n'est plus dans un repère normal, quoi. On voit ça comme étant la syntaxe. On peut donc essayer de voir un exemple pratique pour voir un peu comment ça peut fonctionner. Donc, imaginons aussi là qu'on veut donc régler le centre de gravité d'un élément en rotation. Bien évidemment, on aura ceci. Donc, je vais prendre par exemple le rotate que nous avons fait tout à l'heure. Je vais prendre le rotate. Si il prend le rotate, peut-être ici, là, il reprend à 45 degrés qu'on avait. Il prend le rotate à 45 degrés. Alors, ce qu'il va appliquer, c'est quoi? Il va donc appliquer cela mon transform origin. Il définit les valeurs de x-axis et y-axis. Pour définir le centre de la transformation. Transform origin. Donc, puisque je veux prendre au centre, je vais faire center. Center. Donc, lorsque je mets ça, veut dire quoi? À mon x-axis, il est défini le centre et mon y-axis, il est défini le centre. Voyons voir si je viens cela dit plutôt. Une rotation à partir de l'origine. J'enregistre. Ici, là, je vais dire rotate origin. J'enregistre. On est censé avoir un résultat assez semblable à ce qu'on avait tout à l'heure. Parce que c'est par défaut en fait. Vous voyez que c'est semblable au résultat précédent parce que c'était par défaut. Donc par défaut, donc, ça centre de 50-50% en fait. Donc, si je viens là mettre par exemple 50%, 50%, vous dites. Donc si je mets par exemple là 50%, par défaut, on commence. C'est l'erreur. Tout à l'heure, je faisais l'erreur entre left, top left et center, center. Puisque c'est deux origines différentes en fait. Donc je prenais tout à l'heure l'origine comme étant le top. Donc en haut à gauche. Or pourtant, par défaut, qu'est-ce qu'on a? Par défaut, c'est 50-50%. C'est-à-dire quoi? Center, center. Donc même si on ne précise pas ça en fait, ça sera par défaut comme on a vu ici en fait. Donc c'est la même chose, même si on ne précise pas. Vous voyez que ça ne change pas même quand j'ai mis 50-50%. Est-ce que c'est clair pour vous? Bon, ma machine va se décharger d'un moment à l'autre. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Pour pouvoir changer l'origine d'une transformation, on utilise la propriété transform origin. Or, par défaut, même si on n'utilise pas la propriété transform origin, par défaut, la propriété transform commence son origine au centre de l'élément qui veut être transformé.
Est-ce qu'on se comprend? Donc même si je retire ceci, en fait, et que j'enregistre, je m'en vais voir la rotation que j'ai faite, ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Parce que par défaut, l'origine de la transformation, c'est au centre de l'élément, à 50-50. Raison pour laquelle même quand je viens mettre la transforme origine à 50-50, ça ne change pas. Ça ne change pas parce que par défaut, c'est à 50-50, c'est à center. Est-ce qu'on se comprend? Center, lorsqu'on a nos éléments, les éléments sont positionnés dans le flux. Et un élément qui est dans le flux est soit à gauche, soit à droite. En fait, il a plusieurs positionnements. Il a un gauche, il a une droite, il a un left, il a un right, il a un center. Center voudrait dire que il est au milieu là. Voilà son center en fait. Donc dire qu'on va faire center veut dire que on centre sur l'élément en fait. On est au centre de l'élément. Si on a un élément, voici mon élément en fait. Voici sa gauche, voici sa droite, voici le haut, voici le bas. Center veut dire que sur l'axe X, il a pris center. Sur l'axe Y, il a pris center. Vous dites, vous- mais, mais c'était un exemple qui se contentait de faire. J'ai redit que vous voyez très bien que lorsque je fais center, ou bien 50-50%, il n'y a pas de changement. Parce que c'est par défaut. C'est ce que j'ai dit. Je voulais vous montrer que c'est center, c'est la même chose que 50%, et que c'est la même chose qui est définie par défaut lorsqu'on fait une transformation.